Retour sur le grand forum des décideurs et nous parlons avec mes invités maintenant de développement durable. Nous retrouvons ainsi Pierre-Antoine Desplan de Socrirem, Yann Fortunato, Racine de France et Roman Guibert qui est avec nous du MAS de Domagassac et nous rejoindra Laurent Gosse, vice-président en charge de l'économie pour Perpignan Méditerranée. Pierre-Antoine Desplan, je vais commencer par vous. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Socrirem, entreprise indépendante créée par Nicolas Chambon en 2003, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui, et vous le représentez. L'entreprise est experte en aménagement urbain, projet immobilier, investissement et gestion d'actifs, ou encore la commercialisation de locaux commerciaux. On vous retrouve à Montpellier, à Béziers, on a en tête, nous, Polygone Béziers, Paris, Luxembourg, Monaco, Miami, une cinquantaine de collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va tout de suite rentrer dans le feu de l'action du groupe. Vous avez de gros projets aujourd'hui avec Socrirem. Quels sont-ils, Pierre-Antoine ? Alors, vous parliez de nos implantations donc en région. Je vais commencer effectivement par l'Occitanie, à Béziers, à Montpellier. Mais on est depuis quelques mois présent également à Nîmes, où nous avons racheté le centre commercial de la Coupole des Halles, qui est en plein centre-ville historique, dans l'Écusson. Et c'est un centre, pour nous, à fort potentiel, à redynamiser, à relancer. Il y a aujourd'hui 30% de surfaces qui sont vacantes. Et donc, les équipes sont mobilisées pour porter un projet ambitieux sur ce site de 10 millions d'euros pour permettre une restructuration commerciale avec l'arrivée de grandes enseignes nationales, voire internationales. Également d'améliorer la qualité, l'architecture du site pour le rendre beaucoup plus agréable pour nos clients finaux. Alors, un projet qui est tout à fait innovant, c'est votre développement sur les États-Unis, à Miami en particulier. Parlez-nous de ça, Pierre-Antoine Desplan. Voilà, c'est ça. Donc, on a, à côté de ce savoir-faire d'opérations mixtes commerciales dans les cœurs de ville qu'on développe donc sur l'arc méditerranéen entre l'Espagne et l'Italie. On a d'ailleurs une très belle opération, si je voudrais dire quelques mots, si vous êtes d'accord, sur l'opération de Monaco, puisque c'est une opération assez unique, qui est en fait une opération de quartier, puisqu'au-delà d'un ensemble unique, d'un seul bâtiment, on repense, on renouvelle un quartier qui est existant. On est là dans du renouvellement urbain. Et dans cette opération qui totalise plus de 100 000 m², on retrouve en fait toutes les fonctions de la ville. Donc on nous connaît effectivement comme experts du commerce en Occitanie, mais on sait aussi repenser les bureaux, puisqu'on va concevoir un ensemble de bureaux très modernes, modulables, dans l'air du temps. Une tour de logement est prévue. On intègre aussi en infrastructure du stationnement, de la logistique urbaine, bref, en fait, toutes les fonctions que font la ville. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que toutes ces fonctions, cette densité, vous voyez, qui est importante, elle est intégrée dans un grand parc paysager. En fait, on ne verra que ça depuis l'extérieur. Pourtant, on est en plein cœur de Monaco, le quartier d'affaires, mais justement pour redonner une qualité de vie en fait, aux habitants et aux gens qui travaillent à Monaco. On va bien sûr parler de ça, c'est notre sujet, hein, la nature en ville. Hein, on en parlera tout à l'heure. Et donc, quelques mots sur les États-Unis. Effectivement, à côté de ce savoir-faire commerce, on a souhaité mettre en œuvre nos compétences. Nos compétences, c'est quoi ? C'est de concevoir justement des lieux immobiliers sur mesure, de grande qualité. Notre claim, c'est être créateur de lieux d'exception, des lieux durables. Et donc, aux États-Unis, en fait, on a développé une nouvelle branche, en Floride, à Miami plus précisément, où on repense l'habitat de luxe sur des terrains tout à fait extraordinaires. Là, on est sur la baie de Miami pour ceux qui connaissent. Et là, on travaille avec des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs pour concevoir des projets de très grande qualité, très paysagers. Très haut de gamme, on est dans le très haut de gamme, puisque vous voyez, une villa, ça se vend 15, 20, 25 millions d'euros, l'équivalent finalement d'une grosse opération ici en France. Et c'est en fait, pour nous, c'était important, c'était complémentaire de notre activité en France, où on est plutôt dans l'investissement de long terme. Si on quantifie cet objectif de chiffre d'affaires là-bas avec ce marché, ça peut représenter combien dans l'absolu ? Pour nous, ça peut être significatif. On prévoit de faire 150 millions de chiffre d'affaires dans les 10 années qui arrivent. Alors, on parlait de la nature en ville. Vous avez créé vous êtes initiateur, on va dire, au sein de Socrirem, d'une fondation qui s'appelle la Fondation CEBA, qui a pour objet de remettre la nature en ville. Parlez-nous de cette fondation, comment est né le projet, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous allez faire avec cette fondation, Pierre-Antoine Desplan ? En fait, c'est quand même une longue histoire, parce que cette idée d'amener la nature en ville, on la porte depuis longtemps. Et il y a quelques mois, c'est notre président qui a vraiment souhaité accélérer les choses et créer donc cette fondation. C'est une fondation d'entreprise, avec un budget qui est dédié.
Et le constat, c'était de se dire, puisque nous, donc, on travaille justement dans l'urbain, on travaille dans la ville, dans les grandes agglomérations, le constat, c'est de dire qu'effectivement, la nature doit être beaucoup plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la nature, si vous voulez, c'est bien plus que la question du végétal, qui est importante. La nature, il faut la regarder avec toutes ses composantes. Il y a la question de l'air, la qualité de l'air, on le voit aujourd'hui avec les problématiques de pollution, de gaz à effet de serre. La question de l'eau, les cycles de l'eau. Et puis, si on veut mettre du végétal, il faut de la terre, il faut traiter les sols. Et se pose donc la question de l'imperméabilisation des sols. Nous, depuis toujours, notre combat, c'est de travailler sur des lieux qui sont déjà construits pour les repenser, soit sur des friches industrielles, soit dans le bâti existant, éviter l'étalement urbain. Voilà. Et donc, alors, quels vont être les moyens de la Fondation et qui compose cette fameuse Fondation? Alors Yann Fortunato, je le sais, il en fait partie. Voilà. Donc, déjà, donc, Yann, c'est un de nos grands experts. Ouais. C'est même l'expert, on va dire, forestier, sur la question des arbres, la question de l'utilisation du bois, de l'industrie forestière. Et donc, effectivement, au-delà des compétences de l'entreprise, des collaborateurs qu'on a acquis sur nos propres projets et qu'on souhaitait effectivement mettre à disposition des collectivités, on a souhaité réunir des gens très différents, qui avaient des compétences variées, des approches diverses justement sur la question de l'aménagement en ville, mais qui avaient tous finalement cette passion de la nature, du végétal. Donc on a pris pour l'architecture Jean-Paul Viguier, qui est, je ne le présente pas, un grand architecte international qui a fait beaucoup de projets et qui sait travailler la densité avec des grandes tours, la verticalité. On a réuni un urbaniste, Alain Marguerite, qui dans tous ses projets a toujours fait en sorte de traiter la question de la nature. On a réuni aussi un paysagiste, qui est merveilleux, Jean Mus, c'est un poète de la nature. Une personnalité. Une personnalité qui a travaillé, bien sûr, en France et autour de l'arc méditerranéen, mais bien ailleurs pour faire des jardins et des parcs somptueux. Une avocate qui est très engagée, Marie Morel, sur les questions d'environnement et notamment sur tout ce qui est biodiversité. Et donc Yann, dont je parlais. Voilà, ces 5 experts qui sont là pour... Alors, juste pour finir sur la Fondation, le budget qui est alloué à la Fondation? Alors, on a un budget minimum de 150 000 euros sur 5 ans. D'accord. Mais au-delà de ce budget, parce qu'il y aura effectivement un accompagnement, on va cibler certains projets. Et puis, il y aura un effet de levier. Il y aura un effet de levier, et c'est surtout, on amène de la matière grise. On amène les compétences du collège d'experts et de l'entreprise. Premier projet peut-être en cours? Premier projet, notre objectif, en fait, c'est de cibler certains territoires, de travailler année après année avec certaines collectivités en partenariat, en trouvant des projets, en les accompagnant, en travaillant avec ces collectivités sur une journée conférence où on permettra à nos experts de présenter leur vision, de permettre de débattre, de faire venir d'autres acteurs. Et puis, à l'issue de ces 5 années, notre objectif, c'est aussi d'avoir un recueil dans lequel on intégrera toutes les bonnes pratiques justement sur cette question de la nature en ville et qui sera à disposition de tout un chacun, des collectivités et des particuliers. Merci Pierre-Antoine Desplan. Alors la nature, c'est votre sujet aussi, Yann Fortunato, donc dirigeant de Racines de France, président de Fibois Occitanie, la filière. Vous êtes un professionnel de la filière bois donc depuis plus de 25 ans, expert en agroforestier. Avec vous, c'est tout le spectre de la filière bois dont il est question. Vous êtes aussi propriétaire foncier, agricole et dans le monde. Et pour compléter cette présentation, je dirais que vous êtes très impliqué dans la vie locale et on vous retrouve, entre autres, membre du Césaire. Voilà. Donc aujourd'hui, en discutant avec vous, en préparant cette émission, je me dis il y a quand même un sujet, c'est le sujet économique. Et sur cet aspect-là, sur la transformation en France, il y a un problème, ça coince. Vous pouvez déjà nous dire de quoi il s'agit quand on parle de ce retard considérable qu'aurait pris la France? En tout cas, pour ce qui me concerne, et en relation avec la place de l'arbre dans la société, on vient d'en parler, et la valorisation de cet écomatériau, on a un retard, en effet, quand on se compare par rapport à la place du monde, c'est un retard industriel, en définitive. Retard industriel que l'on a emmagasiné dans les 40 dernières années, parce que la France n'a pas fait le choix de l'industrialisation en externalisant nos besoins de transformation de produits.
Et malheureusement, la forêt a souffert de ce choix industriel français. Donc aujourd'hui, à l'heure où le monde entier va vers des schémas décarbonés et donc vers des utilisations d'écomatériaux, eh bien, la France se trouve pris en ciseaux dans une double problématique. C'est un manque d'industrie pour transformer notre bois français, dont nous sommes largement pourvus sur notre territoire, et un manque, en définitive, de rapport du consommateur au matériau bois. Car là où des clients consommateurs ont cru aux matériaux bois dans d'autres pays du monde, parce qu'il y a eu de l'innovation, de la recherche, de la création filière autour d'industries omniprésentes dans leur territoire, et bien la France, par ce manque d'industrie, a coupé ce rapport des utilisateurs aux matériaux bois. Donc aujourd'hui, on caracole véritablement pour créer une filière, permettre la transformation de ce matériau qui est omniprésent, encore une fois, sur le territoire français, qui apporte moult bénéfices dont on va parler, et au bénéfice, encore une fois, d'un écomatériau qui doit trouver toute sa place dans les usages humains. Alors, quand je sais qu'il y a un sujet qui vous anime, c'est l'innovation, qui est au cœur de toutes vos activités. Vous êtes présent aussi en Afrique et on a évoqué le bambou. D'ailleurs, je ne savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec le bambou. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de cet objectif où vous fixez d'être toujours très innovant, y compris dans les organisations? On parlera après du fonds de dotation que vous montez en ce moment, qui est Sens Plus. Mais pour parler d'innovation, Yann Fortunato, comment vous l'appréhendez, cette innovation? Dans l'agriculture et dans la gestion des territoires, l'innovation est au cœur de ce qui va nous permettre de remettre les territoires dans des chaînes de valeur qui vont permettre de valoriser les territoires. Si aujourd'hui les territoires sont dégradés au titre où ils sont dégradés, c'est qu'on n'a pas su créer la valeur ajoutée pour les prendre en considération. Donc on se doit aujourd'hui, dans cette nécessaire reconnexion entre l'homme et son territoire originel, la nature et le globe dans son ensemble, eh bien on se doit de remettre des chaînes de valeur, et pour ces chaînes de valeur, il faut absolument créer de l'innovation. Donc l'innovation, elle vaut pour l'innovation des pratiques culturelles qui vont demander de l'innovation en termes de mécanisation pour accompagner ces nouvelles pratiques culturelles qui vont apporter dans nos territoires des gestions plurielles, mais elle va aussi dans la transformation des produits créés par la nature, produits par la nature. Et nous, ce que nous expérimentons actuellement, par exemple, c'est sur un territoire, donc à l'autre bout du monde, le Nigeria, qui est largement pourvu de bambou dont les chaînes de valeur locales n'apportaient pas la valorisation ni aux populations, ni à une industrie. On est capable d'arriver sur ces territoires et de créer une valorisation autour du bambou. Deux valorisations, à la fois être capable de créer du logement social en nombre à base de bambou transformé. Donc on apporte l'innovation française et européenne sur des territoires qui sont capables de produire cet écomatériau au bénéfice d'un besoin humain. Et de l'autre côté, une chaîne de valeur et de l'innovation pour faire que ces fibres végétales obtenues à base de bambou soient en capacité demain de remplacer de la fibre de carbone. Et donc on procède par là en faisant germer une filière agri dans un coin du monde à la faculté de décarboner le monde dans les usages humains. Alors, un dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est le fonds de dotation Sens Plus que vous lancez avec Pierre Boccon-Gibaud, PDG de Garoma et refondateur de la distillerie Bel Air. Alors je lis, il y a pour mission d'accélérer le développement d'une agriculture à impact positif pour les humains, les territoires et la planète. Vaste programme, Yann. Oui, vaste programme. En définitive, moi, dans tout mon parcours, je me suis aperçu, et ça a encore plus de sens post-Covid, qu'il y a cette nécessité, encore une fois, de relier l'homme à l'environnement, j'allais dire presque plus l'entreprise, l'homme et son environnement. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de l'empreinte qu'elles ont, l'empreinte carbone, l'empreinte biodiversité qu'elles ont sur leur territoire, et il s'agissait de créer un creuset qui permettent de prendre ce que chacune des entreprises reconnaissait comme empreinte environnementale pour être capable avec elles de donner naissance à des projets territoriaux, qui soient privés, publics, nationaux, puisqu'aujourd'hui on intervient en tant que conseil pour des nations un peu partout dans le monde. Et donc Sens Plus, c'est la connexion et c'est la rencontre avec Pierre Boccon-Gibaud, en effet, qui m'a accompagné dans mon premier projet agroforestier, qui est à Castries et qui a été révélé comme le 6e meilleur projet mondial au cours d'un concours
lancé par le groupe Accor. Et donc on a eu la volonté de créer ce creuset qui nous permette d'aller chercher des fonds, ou en tout cas d'utiliser des fonds des entreprises qui ont cette nécessité de se reconnecter avec leur territoire pour amoindrir leur empreinte carbone. Merci Yann, on suivra ça de très près, bien entendu. Je me tourne maintenant vers Roman Guibert, donc le MAS de Domas Gassac. Très heureux de vous accueillir, Roman, sur ce plateau également. Alors, si on ne connaît pas Roman Guibert, on connaît forcément son vin. Je suis sûr que vous en avez bu, effectivement. Voilà, donc effectivement, c'est un vin qui a une belle, très très belle réputation. Alors, c'est l'histoire d'abord de ce vin de votre père. C'est une histoire familiale. C'est votre père Aimé Guibert, qui était gantier à Millau, qui à l'époque où c'était la capitale mondiale de la peau et du gant, il a très bien réussi à Millau. Et puis, rencontre amoureuse, voilà, avec votre maman, et c'est le déclencheur de l'installation à Agnan. Votre père donc se reconvertit avec succès dans l'exploitation de ce domaine, et il faut savoir qu'effectivement c'est un des précurseurs en termes avec un regard qui était de se comparer finalement, et c'est bien des fois de se comparer au meilleur, donc au vin de Bordeaux. Et vous-même, Roman, vous co-gérez, vous me l'avez bien dit, je ne suis pas le seul, j'ai 2 de mes frères qui sont avec moi. 3, le 3e est en train de vous rejoindre, voilà, donc j'ai bien tout retenu. Et effectivement, cette transmission s'est très bien réalisée. Vous-même, vous êtes plutôt en charge du marché français. Alors, il y a une expérience aussi que vous avez eue qui est assez intéressante. Vous êtes parti en Nouvelle-Zélande à 23 ans, et là, vous avez découvert une autre vision, vous m'avez dit décomplexée du vin. Et ça, finalement, c'est un peu le déclic de dire, moi, ça, là, j'ai envie de venir et de le faire chez moi à Agnan. Oui, tout à fait. Plus jeune, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de partir 1 an en Nouvelle-Zélande. Et mes passions à ce moment-là étaient faire la fête et le sport. Voilà. Et la Nouvelle-Zélande avait un lien très fort avec ces 2 aspects-là. Mais le vin était également toujours présent. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé que le vin pouvait être un produit de convivialité moins élitiste que parfois on peut le retrouver en France et j'ai envie de dire en Europe, qui parfois inquiète et donne un petit peu de timidité aux gens pour prendre tout simplement du plaisir. Et ça m'a réconcilié simplement avec une manière d'appréhender le vin, alors que j'étais né dedans, et ça m'a donné la certitude que je voulais toute ma vie travailler avec ce magnifique produit, cette œuvre d'art. Alors, quand on dit le MAS de Domas Gassac, c'est quand même 40 collaborateurs, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% à l'export, avec des marchés aux US, Canada, en Asie principalement. Et effectivement, vous avez une force aujourd'hui dans votre domaine, sans faire de jeu de mots, c'est que vous avez 10 000 amateurs de vin qui sont vos clients en fait, et que vous entretenez effectivement. Alors, on a parlé de la Nouvelle-Zélande, on parle aujourd'hui dans cette émission de Nouvelle Donne. Aujourd'hui, comment, alors on sait que la profession a été quand même très impactée par les phénomènes météo, et justement, comment vous voyez l'avenir de votre domaine, mais plus largement de votre profession ? Alors, on a des certitudes de par les prévisions au réchauffement climatique. On a d'autres nouvelles données qui nous informent que peut-être qu'il y aura un dérèglement du Gulf Stream. On ne pourra pas tout régler. Pour autant, la chance que l'on a, c'est qu'à Domas Gassac, nos parents ont créé le domaine dans un vrai écosystème en le respectant. Et donc, c'est une quarantaine de petites clairières de vignes en pleine garrigue. À travers l'épisode de gel que la France a vécu et donc qu'on a vécu également, on s'est rendu compte que les endroits où on a été le plus épargnés étaient des endroits un peu en altitude et entourés de forêts. Vous avez un cépage qui est un peu plus résistant, je crois. Alors, également la chance, là encore, que l'on a, c'est que historiquement, de par un sol très particulier qui est unique dans la vallée du Gassac, l'encépagement est atypique. Et c'est donc un cépage qui est le Cabernet Sauvignon, qui est beaucoup plus tardif. Et de ce fait, l'épisode de gel, lorsqu'il est arrivé, n'a pas brûlé les bourgeons. Et donc, sur les cépages rouges notamment, nous n'avons pas une récolte trop amputée. Ce n'était pas le cas pour le blanc, mais j'ai envie de dire, je connais tellement d'amis vignerons qui ont tout perdu qu'on est quand même très heureux de la récolte que l'on a eue. Très bien.
Alors, votre entreprise est très ancrée dans le territoire et vous êtes un acteur, hein, je pense au Festival des vins d'Aniane. Donc, racontez-nous ça parce que c'est une belle histoire quand même pour Simplement, promouvoir les vins. Parce que finalement, vous dites, je ne vais pas promouvoir que mon vin, mais je vais promouvoir un peu tous les vins qui sont sur mon périmètre. À notre échelle, moi j'ai une vision qui est que lorsque un endroit vous a donné beaucoup de bonheur, vous devez le redistribuer. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et avec une dizaine d'amis vignerons, l'idée c'est de promouvoir un territoire basé sur l'excellence des produits, de l'art, du patrimoine, de l'art culinaire. Évidemment, le vin est au cœur, mais pas que. Élargir au maximum le spectre, parce que tout cela nous relie en fait. Et le vin, c'est un liant de civilisation. Et le Festival des vins d'Aniane, c'est vraiment tout l'objet qu'il a. Voilà. Très bien. Écoutez, merci messieurs. Nous attendions Laurent Goz. Je ne sais pas s'il est là ou si on le rattrape sur la prochaine table ronde. Bon, il sera avec nous sur la prochaine table ronde. Messieurs, ah non, il arrive, c'est ça? Eh bien, allez, on attend Laurent Goz. Voilà. Et donc, le Festival d'Aniane, c'est à quelle période? Normalement, ça devrait être 3e semaine de juillet en 2022. Bon, on sera tous invités. Avec grand plaisir. Hein, voilà. Alors, voilà, les joies du direct. Laurent Goz nous rejoint. Voilà. Bonsoir. Cher Laurent Goz, vous allez bien? Très bien, ouais, désolé. Non, mais c'est très bien. Le timing est parfait, cher Laurent. Parfait. On a échangé de nature en ville avec ces messieurs, Filière Bois avec donc Yann Fortunato, avec Pierre-Antoine Desplan, et on parlait du vin du Domaine-Cassac. J'imagine que vous connaissez ce vin, forcément. Bien sûr, moi je suis des Pyrénées-Orientales, mais bien sûr que je connais. Il y a du bon vin aussi. Bien sûr, également. Il y a du très bon vin chez vous. Alors, Laurent Goz, vice-président de la communauté urbaine de Perpignan. Projeter l'économie française vers des secteurs d'avenir, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, qui a dévoilé mardi son plan à 30 milliards d'euros dans divers domaines, dont le numérique, la biotechnologie et l'industrie verte. Et justement, ça tombe bien, parce qu'il souhaite que la France devienne un leader de l'hydrogène vert. Et c'est justement, me semble-t-il, Laurent Goz, un des enjeux de votre territoire. Oui, un des enjeux du territoire. Pour plusieurs choses. On est un territoire à l'agglomération à énergie positive depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que l'hydrogène est une nouvelle voie qu'il faut exploiter. On a le pôle d'Herby avec André Joffre qui est dessus depuis un moment. On a un parc éolien qui est un des plus importants de la grande région. On a du photovoltaïque également. Et bien sûr, il faut aller vers la transformation de tout cela en hydrogène. On a Saint-Charles et des futurs gros consommateurs en dehors des bus de ville, qu'à Montpellier et toutes les villes, mais on a le Saint-Charles qui peut être demain un vecteur important de transformation de cette filière hydrogène en filière d'excellence, bien sûr. D'accord. Alors je sais qu'il y a aussi un constructeur de catamaran qui est à l'hydrogène, hein, c'est ça, sur Canet? Vous êtes bien renseigné, oui, bien sûr. On est ravis d'accueillir le premier constructeur de catamaran à hydrogène en Europe et je pense dans le monde. Steve Venture qui s'est installé et qui a confirmé son installation au mois de mai dernier sur le pôle nautique de Canet. Également, ça vient étoffer cette ambition-là, bien sûr. D'accord. Alors, on va recevoir tout de suite après André Deljari, président de la CCI de l'Hérault, Indemad, donc à la métropole de Montpellier, Jean-Marc Oluski pour le MEDEF. Donc, tout ça, ça nous amène à beaucoup parler de l'Hérault. Parlons un peu, puisque je vous ai avec nous et nous vous avons avec nous de votre territoire. Aujourd'hui, quel est le retour après cette période un peu compliquée? Est-ce que vous sentez une reprise sur votre territoire? Bien sûr, on la ressent comme l'ensemble des départements de la région. Alors c'est vrai que les chiffres de chômage sont sortis et on est toujours à la traîne. Bon. Mais on est quand même un département, et le troisième département, derrière la Haute-Garonne et l'Hérault, à être créateur d'emplois depuis 5 ans. Donc on reçoit beaucoup de nouveaux habitants, et contrairement à ce qu'on peut penser, pas que des retraités, des actifs. On crée de l'emploi, la reprise est là, il faut pouvoir absorber l'ensemble des personnes qui viennent. Voilà, c'est un peu le défi que l'on a, mais non, on essaye de suivre la tendance donnée par la grande région et d'être sur notre façade méditerranéenne, notre façade frontalière, double frontière, Espagne et Andorre, d'essayer aussi d'être fiers de nos ambitions économiques. Alors,
Est-ce qu'on peut en parler? Vous êtes en liste pour des élections consulaires? Eh ben oui, il fallait bien que je vous la pose, cette question. Les grands enjeux pour votre territoire aujourd'hui, Laurent? Mais les grands enjeux, c'est ce que vous avez dit, c'est de pouvoir projeter l'économie et l'échelle d'entreprise dans le monde de demain qui commence aujourd'hui. Moi, j'étais à Paris ce matin sur la fabrique du tourisme et on a parlé beaucoup de la filière bois. Et donc, quand j'ai entendu que vous étiez là-dedans, bien sûr, j'ai passé la matinée à en parler. Et notre département est un département à prépondérance touristique. Et demain, le tourisme sera durable, mais alors on ne peut pas aller uniquement sur un mode de consommation de l'habillage touristique durable et plus raisonné. Il faut y aller aussi sur le modèle de construction, sur le modèle de consommation d'énergie. Et c'est des enjeux qui sont importants. C'est des enjeux importants pour le tourisme de demain, pour les constructeurs et dans la filière du bâtiment et donc tout ce qui va avec. Pour les circuits courts, c'est bien sûr, c'est une tendance qui est très forte, mais il faut pouvoir les accommoder à un modèle de consommation qui soit un peu plus de masse que juste le circuit court des habitants. On reçoit quelques millions de touristes par an dans notre département, plusieurs millions sur la grande région. Les circuits courts, ils n'auront de valeur que s'ils sont adaptés à ce besoin-là. Donc oui, je pense qu'une chambre de commerce, elle a toute sa place demain à essayer de donner les idées, propulser, aider à financer, organiser les nouveaux modes de consommation de demain. Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. Alors. Et puis, messieurs, il est temps de conclure ces échanges. C'était un grand plaisir de vous avoir avec moi. Et on va accueillir maintenant nos prochains invités pour la prochaine table ronde. Merci à vous. Merci à vous. Merci.